L'échiquier international, bienvenue à vous. Événement à la fois lointain et central. On veut parler du 25e sommet de l'organisation de coopération de Shanghai organisé à Tianjin. Plus de 4 milliards d'individus sont représentés, 15 chefs d'État, 8 premiers ministres et 10 grandes organisations internationales, dont l'ONU. Certaines déclarations d'emblée dessinent les contours clairement de cette rencontre, comme celle de Vladimir Poutine, le président russe, et ses avertissements à l'Europe sur fond du conflit en Ukraine, ou encore celle de Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, sans sourciller, qui annonce que l'ordre de sécurité dirigé par Washington est terminé. Vous l'aurez compris, on ne parle ici rien de moins d'un basculement, ou plutôt d'une refonte de l'ordre mondial avec la Chine comme pièce maîtresse. Mais au-delà des slogans et des sorties dont les médias font généralement leur chou gras, qu'en est-il vraiment? Les relations internationales sont-elles sur le point de changer? Elles qui ont pour vecteur le monde occidental depuis des siècles. La Chine, pièce maîtresse d'un nouvel ordre mondial. Est-ce vraiment ce vers quoi on se dirige? On en parle et c'est tout de suite. Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai se dit s'inscrire dans un contrepoids à l'euro-atlantisme, réalité au mythe. Eh bien, pour en parler, on reçoit un spécialiste de l'Asie, les chercheurs également, et surtout auteur, avec une dernière parution, La Chine face au monde, entre ambition et défi. On va en parler avec l'invité du jour. Il s'agit de Barthélemy Courmont. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, on l'a dit, Tianjin, ville chinoise qui reçoit le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le spécialiste de l'Asie que vous êtes est forcément aux aguets. Quand on a déjà, de prime abord, les deux dirigeants des pays les plus peuplés que sont l'Inde et la Chine, dont les économies figurent parmi les 3 premières places mondiales, on rajoute à cela la puissance russe, sans oublier les autres, bien entendu. C'est-à-dire, d'emblée, on a des pays qui ont accumulé quelques griefs envers Washington ces derniers temps. Forcément, ces pays se présentent aussi pour préparer une forme de réponse symétrique à l'Occident. C'est à cela qu'on pense d'emblée. C'est à cela que l'on pense d'emblée et je partage tout à fait votre analyse. Alors, juste un petit rappel peut-être pour vos téléspectateurs. L'Organisation de coopération de Shanghai est fondée en 2001. Il s'agit de son 25e sommet. Et c'est une organisation qui, au départ, regroupait la Chine, la Russie et 4 anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Donc, elle avait davantage une vocation sur cette région de l'Asie qui est l'Asie du centre, je dirais, ou l'Asie centrale. Et puis, avec les années, cette organisation s'est élargie, s'est étendue, avec de manière notable l'adhésion de l'Inde, c'était en 2017, aux côtés d'ailleurs du Pakistan. Et c'est assez intéressant pour le noter. Et vous avez effectivement aujourd'hui cette organisation qui regroupe les 3 principales puissances militaires en Asie, que sont la Chine, l'Inde et la Russie, bien évidemment. Et puis, vous l'avez dit, les 2 principales puissances émergentes de la région et par ailleurs 2 géants démographiques. Il faut savoir que l'Inde et la Chine, mis bout à bout, c'est environ 1,9 milliard d'individus. Donc, c'est dire quand même le poids de ce groupe qui est représenté par ces 2 pays. Et effectivement, on sait qu'au cours des derniers mois et peut-être même plus encore des dernières semaines, les tensions se sont accumulées entre d'une part Pékin et Washington et d'autre part, et c'est plus intéressant peut-être encore, entre New Delhi et Washington. On sent que l'Inde s'agace de plus en plus des pressions qui sont exercées par les États-Unis et derrière les États-Unis, bien évidemment, les pays occidentaux, notamment quant à son rôle dans la guerre en Ukraine. L'Inde refuse de sanctionner la Russie. L'Inde considère la Russie comme un partenaire, continue de travailler avec la Russie et ne veut à aucun moment soutenir l'effort de guerre occidental contre la Russie en Ukraine. Et cela a créé de très vives tensions. Et l'Inde, aujourd'hui, semble s'émanciper de l'Occident en se tournant davantage vers ses partenaires asiatiques, la Chine en premier plan. Donc c'est effectivement un événement majeur auquel nous assistons.
On va en parler. Alors Barthélemy, il y a aussi un contraste dans le style. Quand on voit par exemple la Russie, la Chine et l'Inde d'un côté, bon, qui se réunissent, on l'a dit, pour montrer un front uni face à l'Occident. Et puis d'un autre, on a un président Trump, notamment contre l'Inde, vous l'avez dit, qui avec des sorties très appuyées, des critiques qui parfois dépassent le cadre diplomatique. Et puis on a un style diplomatique asiatique, en tout cas emmené par la Russie, la Chine et l'Inde. Un style diplomatique qui est discret, silencieux, subtil, mais non dénué d'une volonté de puissance, disons-le. Bien sûr. Alors, le style nuancé et feutré de la Russie, bon, on repassera, hein, parce qu'il y a des propos aussi qui sont quand même assez particuliers. Mais vous avez tout à fait raison en ce qui concerne la Chine et dans une moindre mesure l'Inde. Ce sont des pays qui, effectivement, se montrent peut-être moins vindicatifs, disons-le ainsi, vis-à-vis de leurs partenaires. Et on les sent, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, davantage en retrait, observateurs, à la recherche aussi de compromis et de la paix. Hein. Il faut savoir que l'Inde et la Chine ont, à plusieurs reprises, l'un et l'autre, proposé leurs services pour un dialogue qui permette de mettre un terme à ce conflit. Et donc, il y a un contraste assez saisissant, effectivement, avec l'Occident et en particulier les États-Unis et le président américain actuel, qui multiplient les bravades, les déclarations un petit peu à l'emporte-pièce, hein, parfois, disons-le, et cela a pour effet d'agacer profondément ces acteurs asiatiques qui se montrent effectivement beaucoup plus prudents sur la scène internationale. Mais je tiens à signaler que derrière cette prudence que l'on retrouve dans le style, et vous avez raison d'évoquer le style, hein, d'ailleurs le style entre l'Inde et la Chine n'est pas le même, la Russie a son propre style bien évidemment, mais il y a une différence fondamentale dans le style avec les pays occidentaux. Mais au-delà du style, il faut noter que ces pays font des gains stratégiques tout à fait considérables. Et d'une certaine manière, les déboires que connaît actuellement le monde occidental, avec une perte de leadership américain et une grande difficulté pour les partenaires européens notamment, mais pas que. Hein, on peut aussi mentionner des partenaires asiatiques comme la Corée du Sud, comme le Japon. Le désarroi de ces partenaires de Washington est de manière très habile exploité par ces puissances émergentes, au premier rang desquelles la Chine et l'Inde. Et donc on voit que, d'une certaine manière, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Et donc il y a dans le style, dans la méthode, quelque chose qui effectivement contraste avec le côté parfois brutal qui est véhiculé par Donald Trump, mais dans les intentions, on voit cependant qu'il y a une vraie affirmation de puissance, et elle est aujourd'hui décomplexée. Vous avez lâché le mot contraste. On se souvient, nous, d'un contraste. C'était il y a un mois avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Antonio Costa, qui ont été accueillis à la sortie de l'aéroport de Pékin avec un bus qui les attendait, avec, on va dire, une absence de réception. J'allais dire une réception froide, mais il y avait carrément une absence de réception. Et on voit par exemple, le tapis rouge qui est déroulé avec le Premier ministre indien ou encore Vladimir Poutine, c'est aussi le contraste qui résume un peu l'approche chinoise à l'endroit d'un côté des Européens, voire des Occidentaux, et d'un autre côté de ses partenaires asiatiques. Alors, c'est vrai que le cas de Madame von der Leyen est assez particulier hein, dans sa relation avec la Chine, puisqu'elle n'a jamais caché ses réticences vis-à-vis de Pékin, et la Chine le lui rend bien. Et on se souvient, vous mentionnez effectivement la dernière rencontre où elle a été traitée de manière assez peu diplomatique, hein, disons-le clairement, mais il y a eu des précédents, et notamment la dernière visite d'Emmanuel Macron, c'était il y a maintenant un peu moins de 2 ans, en Chine. Il était accompagné de Madame von der Leyen, et il est tout à fait intéressant de voir que le président français avait été accueilli de manière extrêmement officielle, avec tous les égards dus à son rang de chef d'État, alors que Madame von der Leyen était presque vue comme une sorte d'adjointe du président français. Donc c'est dire quand même l'attention que les Chinois portent à Madame von der Leyen, et peut-être que ces prises de position ils sont aussi pour quelque chose. Mais effectivement, le contraste, il est saisissant, et il est à certains égards inquiétant, puisque parler d'une forme de désoccidentalisation et de l'émergence d'autres acteurs, bon, c'est un petit peu aujourd'hui dire des réalités que tout le monde observe. Donc il n'y a en cela rien
rien de particulier. Ça fait partie des nouveaux équilibres qui sont en train de se dessiner. Et je dirais que c'est une forme de sens de l'histoire. Hein. Voilà, les choses sont ainsi et il faut l'accepter. En revanche, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est effectivement les tensions que cela peut orchestrer, à la fois dans la résistance que peuvent manifester les puissances occidentales, et puis dans un traitement qui serait un petit peu plus arrogant, hein, on peut le dire dans le cas chinois et à certains égards dans le cas indien, à l'égard de pays qui sont aujourd'hui beaucoup moins pris au sérieux. Et ça, c'est inquiétant. Et puis, je termine simplement sur un point qui me semble important aussi. Vous parlez de Madame van der Leyen qui est mal reçue à Pékin. Le problème aujourd'hui pour les dirigeants européens et pour l'Union européenne même dans son ensemble, c'est qu'elle est mal accueillie partout. Hein. On se souvient aussi, il y a seulement quelques jours, de la visite d'une délégation européenne avec d'ailleurs Madame van der Leyen, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Merz et d'autres, à Washington, et le traitement que leur a infligé le président Donald Trump. Donc on voit qu'en fait, voilà, l'Europe n'est plus tout à fait respecté par ces autres acteurs. En tant qu'Européen, je ne peux évidemment que le déplorer, mais il y a effectivement ces réalités vis-à-vis de la Chine, elles existent aussi vis-à-vis de l'Inde, elles existent également vis-à-vis des États-Unis, et puis le cas de la Russie est évidemment d'une autre nature. Alors, il n'y a pas si longtemps, justement, la Russie, on disait que Vladimir Poutine, le président russe, était isolé à cause du conflit ukrainien. De moins en moins, d'ailleurs, Trump n'est pas étranger à la sortie de sa marginalisation. Je veux parler de la séquence à Anchorage. Mais l'importance du sommet est aussi à l'acmé pour la relation entre Pékin et Moscou. Il faut le dire, les géostratèges américains, comme à l'époque, on les a lus, comme George Kennan, Brzezinski ou Kissinger, avertissaient contre une alliance sino-russe. Même l'administration Trump semblait vouloir tout faire pour créer une espèce de distance, en tout cas essayer d'accentuer une séparation qui ne dit pas son nom entre Pékin et Moscou. Aujourd'hui, que ce soit Trump ou que ce soit les géostratèges américains, doivent se retourner dans leur tombe, puisqu'on le voit, en tout cas, c'est démontré, l'alliance entre Pékin et Moscou est bien là et elle a l'air solide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'espère que Donald Trump ne se retourne pas dans sa tombe. Non, pas encore. Je parlais des géostratèges. Bien sûr, mais plus sérieusement, effectivement, il y a là quelque chose de tout à fait intéressant et permettez-moi de faire ici mention effectivement des efforts de Donald Trump en direction de Vladimir Poutine, avec notamment la rencontre d'Anchorage et une volonté manifeste du président américain d'essayer de réintégrer la Russie et donc de sortir la Russie de son isolement. Alors, un isolement qui cependant reste relatif, puisque c'est un isolement qui est très fort vis-à-vis des pays occidentaux, mais je vous rappelle que dans le même temps, la Russie continue d'entretenir des relations, notamment économiques et commerciales, très importantes avec de très nombreux acteurs. Et par ailleurs, la Russie subit des sanctions très lourdes de la part des pays européens et des États-Unis, et puis de quelques autres pays, mais ces pays sont minoritaires. Hein, et donc, l'isolement russe, il reste quand même relatif, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est un isolement international comme l'ont subi certains pays, je pense notamment à la Corée du Nord jusqu'à une période récente. Et ce qui est intéressant de Donald Trump, et quelque part, la stratégie n'est pas totalement idiote, il part du principe qu'il y a effectivement un risque que la Russie et la Chine se rapprochent. Et que ces convergences que l'on observe depuis maintenant plusieurs décennies et qui se sont renforcées au cours des dernières années n'aboutissent à un vrai partenariat solide entre ces deux pays. Et ça, bien évidemment, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Donald Trump, me semble-t-il, et son entourage bien évidemment, en ont parfaitement conscience quand il arrive au pouvoir, quand il revient au pouvoir. Et donc sa stratégie, qui est bonne ou mauvaise, je vous laisse juge, consiste à dire on va essayer de réintégrer la Russie et donc de ramener d'une certaine manière la Russie à l'Occident pour éviter qu'elle ne se tourne vers la Chine. Le problème, comme d'ailleurs sur pas mal d'autres sujets, c'est que le Dr Trump, si on va lui donner ce genre de titre, a fait un diagnostic qui semble assez juste, mais il n'a pas trouvé le bon remède. Et en l'occurrence, il semble avoir oublié que derrière cette réalité qui est liée à l'actualité, notamment de la guerre en Ukraine, il y a un vrai rapprochement profond, une convergence qui est de plus en plus prononcée
entre Moscou et Pékin. L'Organisation de coopération de Shanghai, avec donc ce sommet aujourd'hui à Tianjin, en est l'une des manifestations évidentes, enfin elle est structurée je dirais, mais on peut y ajouter une multitude d'autres déclarations, prises de position et je dirais même stratégies. Il faut se souvenir que quelques jours avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, Pékin accueillait les Jeux Olympiques d'hiver et Vladimir Poutine avait fait le déplacement à Pékin. Il avait rencontré Xi Jinping. Et les deux hommes avaient communiqué un texte commun des deux pays dans lequel ils invitaient le monde, si on peut dire ainsi, à tourner la page de la domination occidentale. Et donc de ce monde occidentalo-centré, si on peut le qualifier ainsi. Et donc on voyait déjà que la convergence, elle est beaucoup plus profonde que quelque chose de factuel qui est lié aux problèmes que peut rencontrer la Russie en marge de la guerre en Ukraine. Non, on est sur une vision du monde qui est partagée. Et ce que l'on constate aujourd'hui, peut-être avec effroi dans certaines chancelleries occidentales, mais je peux vous garantir que quand on travaille sur ces pays, ce qui est mon cas, et quand on communique avec des acteurs de la région, et en particulier en Inde, en fait, on n'est pas si surpris que ça. On n'est pas surpris de voir que l'Inde adhère à cette vision du monde, à cette volonté de sortir d'un monde occidentalo-centré. Donc pourtant, ça peut nous faire frémir. Pourtant, les relations n'étaient pas au beau fixe entre l'Inde et la Chine, une tension de longue date. Elles ne l'ont jamais. Elles ne l'ont jamais été, et attention, elles ne le sont toujours pas. Hein. Il ne faut pas croire qu'on a, comme ça, d'un coup de baguette magique, été en mesure de passer complètement à autre chose. La rivalité, elle existe. Sur la frontière de l'Himalaya. La frontière de l'Himalaya n'est pas réglée, donc on a un différend frontalier entre les deux pays. Et donc, attention, on n'est pas sur quelque chose qui est une alliance entre l'Inde et la Chine, pas plus d'ailleurs qu'entre la Chine et la Russie, hein, où là aussi vous avez des compétitions qui sont à l'œuvre, notamment en Asie centrale. Donc on est sur des convergences, mais des convergences qui sont de plus en plus appuyées, en particulier en ce qui concerne donc cette vision du monde et des équilibres internationaux. Mais c'est ça qui est très intéressant, et vous avez raison d'attirer mon attention là-dessus, c'est cette forme de pragmatisme dont font la démonstration ces puissances qu'on qualifiera d'asiatiques, un pragmatisme qui contraste là encore avec les pays occidentaux, où on a l'impression qu'on a une vision quand même parfois très manichéenne. La Russie est en guerre contre l'Ukraine, c'est un agresseur, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour autant, est-ce qu'on doit tourner le dos de manière aussi définitive et catégorique à la Russie? Vous voyez, ça questionne quand même. Et là, on voit des pays qui ont des désaccords, qui les maintiennent, qui sont de manière très officielle des compétiteurs. Hein. L'Inde rêve de rattraper et peut-être un jour de dépasser la Chine. Hein. On n'est pas du tout dans une volonté de suivre la Chine. Il n'y a pas de leader d'ailleurs dans ce groupe. Hein. Il y a des puissances plus ou moins prononcées, mais il n'y a pas de leader. Donc on reste des États en compétition si on se projette dans des stratégies nationales à long terme, mais on se retrouve autour de cette vision commune et de cet objectif commun qui consiste à accélérer tout simplement cette vision qu'ils estiment à tort ou à raison comme le sens de l'histoire. Alors vous dites dans cette ère géographique qu'il n'y a pas de leader, mais quand même la Chine se démarque un tout petit peu. Par exemple, on l'évoque, on parle souvent, les analystes, les géostratèges parlent souvent de basculement du monde en faveur de la Chine comme pièce maîtresse dans la refonte des relations internationales. Et j'en viens à votre livre qui vient de paraître d'ailleurs, justement, La Chine face au monde. La Chine qui est une superpuissance, c'est un secret pour personne. On le constate avec des avancées de ces dernières années, sans parler des investissements pharaoniques partout dans le monde, et on l'oublie pas du tout, mais le duel avec les États-Unis est inscrit et se confond presque avec la remise en doute de l'ordre occidental. Et vous le dites, cette refonte est une obsession pour Pékin. Vous le dites dans votre ouvrage. Absolument, et je le dis effectivement à plusieurs reprises. On parle souvent dans cette relation Pékin-Washington de l'obsession que les Américains ont pour la Chine. Hein, une obsession qui est, je dirais, justifiée par ce rattrapage de la Chine, hein, qui aujourd'hui est, on ne va pas
se le cacher, la première puissance économique mondiale. Hein. Les réalités sont là. Bon. Et un pays qui est de plus en plus un rival conquérant face aux États-Unis, qui ne fait d'ailleurs que des gains économiques, stratégiques, diplomatiques. Donc on est sur une dynamique qui n'est à aucun moment enrayée. Donc évidemment, côté américain, on est obsédé par ça. Hein. Que ce soit l'administration Trump, l'administration Biden avant, Obama, tous étaient, si on ne prend que les derniers, obsédés par cette montée en puissance irrésistible de la Chine. Mais on oublie effectivement souvent de mentionner que cette obsession est partagée côté chinois. C'est-à-dire que les Chinois sont obsédés par les États-Unis et cette obsession, elle est liée au rattrapage. On veut à tout prix rattraper puis dépasser les États-Unis et c'est ce dépassement qui permettra de passer à un nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, les Chinois ont même des objectifs dans le temps. On parle de 2049 pour le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. 2049 serait l'année qui permettrait de voir la Chine être dominante dans tous les domaines. Donc, économique, mais également militaire, diplomatique, culturel, et j'en passe. Et donc, on a des objectifs très ambitieux et on peut y croire quand on regarde la progression tout à fait phénoménale de ce pays. Sauf dans votre ouvrage, bon, vous le dites, hein, la Chine est une sorte de moteur de désoccidentalisation, j'y arrive, du monde qui a dû rompre avec l'ancien modèle de Deng Xiaoping, le dirigeant chinois qui avait imposé que Pékin ne s'engage pas trop sur la scène internationale. Cette politique est révolue, mais si je vous lis bien, malgré sa progression forte, la Chine n'est pas pour autant assurée de dominer le monde. Vous évoquez le déclin démographique, les déséquilibres sociaux, l'économie en perte de vitesse, un régime aussi, il faut le dire, un peu autoritaire, et encore le mot est faible, pour pas parler de répression. En fait, une attractivité qui est en train qui reconnaît quand même une perte de vitesse. C'est le moins qu'on puisse dire. Votre diagnostic est quand même un peu sceptique par rapport à la Chine, champion du monde de la puissance mondiale. Bien sûr. En fait, il y a deux choses. D'un côté, il y a une montée en puissance irrésistible, qui est celle que l'on observe depuis maintenant 40 ans et qui, au cours de la dernière décennie ou des dernières 15 années, se caractérise par une véritable affirmation de puissance. Et j'insiste sur ce point parce que vous mentionnez Deng Xiaoping, une puissance décomplexée. La Chine de Xi Jinping, qui arrive au pouvoir en 2013, elle est effectivement en rupture avec la Chine de Deng Xiaoping, puisqu'on n'est plus du tout dans un pays qui veut faire profil bas sur la scène internationale et se focalise sur son économie, sur son bien-être, sur sa population. Non, on a une Chine qui se veut conquérante, qui se veut dominante et qui a une certaine vision du monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est une réalité objective que l'on rencontre. Mais effectivement, et c'est ce que je développe longuement dans ce livre, tout n'est pas écrit d'avance, hein, et la Chine est certainement pas un géant au pied d'argile, hein, je réfute cet argument, c'est un géant, mais comme tous les géants, il est confronté à une multitude de défis, et peut-être que en plus de ceux que vous avez évoqués, hein, la démographie et le vieillissement de la population étant sans doute le plus sensible, le plus critique, je me permettrais donc d'en ajouter un qui est peut-être la capacité de la Chine, de son modèle politique, mais également de sa société, à s'adapter à cette nouvelle réalité. Parce que ce qui est intéressant quand on va en Chine, ce qui est mon cas, quand on connaît bien la Chine, c'est de voir que c'est un pays qui est de plus en plus puissant, c'est un pays qui est de plus en plus riche par ailleurs, hein, et sa population, mais c'est un pays qui continue de vivre comme un pays en développement. Hein. Il y a un décalage en fait entre la réalité chinoise aujourd'hui, qui est une superpuissance économique et un pays qu'on pourrait qualifier de développé à bien des égards, et puis un pays qui continue à se penser comme en développement, et qui, par conséquent, s'est donné comme mission d'être l'espèce de porte-flambeau de pays qui, eux, sont de manière objective en développement. Donc, il y a ce décalage, et ça va être difficile, hein, parce que là, il y a la représentation de la Chine sur la scène internationale, mais il y a également la représentation de la Chine pour les Chinois eux-mêmes. Et donc, la question que l'on est en droit de se poser, c'est est-ce que cette Chine de plus en plus forte, et elle le sera de toute façon, hein, la Chine ne va pas s'effondrer économiquement. Mais est-ce que ce pays sera capable de transformer cette montée en puissance irrésistible, en particulier économique, en quelque chose d'une part de pérennisé,
qui s'inscrit dans la durée, mais également dans quelque chose qui devient un modèle de développement, un modèle attractif, et ce qui pourrait nous laisser penser que désormais, il n'y aurait plus, comme d'ailleurs l'espère Xi Jinping, de rêve américain, mais de rêve chinois. Alors c'est vrai que quand on voit le dirigeant indien Narendra Modi se rendre à Tianjin et faire ami-ami avec Xi Jinping, ça gonfle un petit peu l'ego chinois qui se dit ça y est, on est en train de réussir notre coup de ce point de vue, et aujourd'hui tout le monde rêve d'une trajectoire à la chinoise. Et c'est pas totalement faux quand on regarde certains pays. Mais effectivement, compte tenu de la nature du régime politique, compte tenu des tensions sociales, compte tenu des déséquilibres qui sont très importants, ça fait rêver et ça fait cauchemarder en même temps, si vous voulez. Donc tout n'est pas gagné. Alors, moi, je m'inscris en faux contre ces observateurs qui, d'ailleurs, souvent connaissent très mal la Chine, qui disent « Oh non, c'est un pays qui est en train d'entrer dans sa récession économique, etc. » D'une part, c'est pas vrai. Et puis, d'autre part, si c'était le cas, on serait tous en très, très grande difficulté. Parce qu'aujourd'hui, quand l'économie chinoise tousse, c'est le monde qui s'enrhume. Mais il est vrai que la Chine a des défis et que ces défis pourraient, pour certains, s'avérer très, très difficiles dans les prochaines années. Merci Barthélemy Courmont, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle, chercheur et auteur de plusieurs ouvrages et entré au monde asiatique. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al24 News et je vous dis à demain.